Bonsoir, 18h dans nos studios, la même heure à Medina Baye, c'est à Kaolack et à Ouagadougou au Burkina Faso. Bienvenue à Sud Soir, les titres dans un court instant. Seyda Mariam Niass va désormais reposer à Medina Baye. La fille de Cheikh al-Islam Baye Niass, surnommée la Khadimatul Quran, a quitté ce bas monde samedi dernier. Les mesures sécuritaires et sanitaires prises à Medina Baye avec le déploiement de plus de 200 agents de la Croix-Rouge, Mamadou Camara, sera en direct dans cette édition qui va s'intéresser à la Covid-19 qui aura marqué l'année 2020 et impacté bien des secteurs socio-économiques. 2 décès supplémentaires, 119 nouvelles contaminations et 1306 patients sous traitement. Telle est la situation du jour de la pandémie. 320 tonnes d'aliments impropres à la consommation est estimée à 662 millions de francs CFA incinérés ce lundi par le ministère du Commerce. La tutelle invite les importateurs au respect des normes et l'ASCOSEN exhorte les consommateurs à prêter attention à la date de péremption des produits avant toute consommation. Josette Kali a assisté à cette cérémonie d'incinération. Vous aurez droit à son compte rendu. Sur l'international, Roch Marc Christian Caboret a prêté serment sous les yeux d'une dizaine de ses pairs d'Afrique. C'était ce matin. L'insécurité, la bonne gouvernance et la réconciliation nationale, entre autres défis que compte relever le président burkinabé. Il déroule sa feuille de route dans cette édition qui sera complétée par Info Éco, Hassan Thioune et à la partie technique. Bonsoir et bienvenue à Sud Soir. Je vous le disais en titre, Seyda Mariam Niass, la fille de Cheikh al-Islam Baye Niass, surnommée la Khadimatul Quran, donc arrachée à notre affection le samedi dernier, sera inhumée. D'ailleurs, la prière mortuaire a cours en ce moment même à Medina Baye où il y a un dispositif sécuritaire, mais également un autre sanitaire avec le déploiement de plus de 200 agents de la Croix-Rouge. Nous y reviendrons en cours d'édition avec notre reporter Mamadou Camara. Et nous parlons de la Covid-19, notamment l'arrêté portant suspension des autorisations exceptionnelles d'ouverture des débits de boissons rendus publics ce week-end par le gouverneur de Thiès à Mbour. C'est un véritable manque à gagner pour les promoteurs et gérants de bars, réceptifs et autres restaurants. Moustapha Sall. L'arrêté est venu donc par surprise parce que nous n'attendions pas cet arrêté. Mbaye Ndiaye est promoteur, gérant de bar, discothèque et restaurant sur la Petite Côte. Selon lui, il va perdre environ 30 millions de nos francs avec l'arrêté du gouverneur de Thiès interdisant l'ouverture des débits de boissons en ces périodes de fête. Tout le monde sait que durant les fêtes, c'est là où que nous travaillons plus. Il y a un manque énorme à gagner. J'ai 6 établissements hôteliers et 3 bars-restos au niveau de la société Géoprestige. Je peux vous dire que notre chiffre d'affaires journalier, ça s'élève à 3 700 000. Si vous calculez 3 700 000 par rapport à une semaine ou à 10 jours, vous verrez combien ça fait. Plus de 30 millions parce qu'également, vous voyez que même si on ne travaille pas, donc on va payer les employés. Mine de rien, on a 107 personnes, 107 pères de famille qui travaillent avec moi. On est obligé de payer nos charges. L'électricité et l'eau, ça ne va pas diminuer. Il s'insurge contre la non-implication des acteurs dans la prise de décision. À chaque fois qu'il doit prendre des mesures, il doit poser le pour et pour le contre. Et inviter les acteurs de ce secteur donc, à participer donc, aux décisions. Vous pouvez prendre des décisions, il y avait d'autres mesures qu'on pouvait prendre qui n'allaient pas nous léser davantage et que nous aussi, nous sommes prêts à soutenir ces autorités. Capable de faire respecter les mesures barrières sur leur lieu de travail, il préconise des solutions. Réunir les acteurs du tourisme et que nous donnons des propositions qui vont, avec le Covid, qui va aussi préserver le vœu des autorités qui est d'éviter la propagation de la maladie. Par exemple, pour le 31 décembre, on va organiser un dîner donc, au sein de nos établissements. On décale les tables pour respecter donc, la distanciation sociale. À la porte de nos entrées, donc, il y a un vigile qui est là donc, avec les dispositifs nécessaires. Donc, nous faisons tout de nos mieux pour que le client qui rentre, on s'assure que vraiment voilà, il va bien. Nous sommes prêts à respecter les mesures barrières. Ce week-end, le gouverneur de Thiès a rendu public un arrêté portant suspension des autorisations exceptionnelles d'ouverture de débit de boissons jusqu'à nouvel ordre pour stopper le virus. Un coup dur pour les acteurs du secteur, presque à l'agonie. Moustapha Sall, Mbour, Sud FM.
Moustapha, nous quittons Mbour pour retourner à Kaolack pour y retrouver Mamadou Camara. Mamadou Camara, bonsoir. Bonsoir Atta. Voilà, vous en êtes où avec l'inhumation de Seyda Mariama Niasse? Voilà, au moment même où je vous parle, on est en train de faire les réglages pour l'inhumation. Actuellement, pour la famille et niveau à l'intérieur en tout cas, pour procéder à l'inhumation de Seyda Mariama Niasse. C'est l'imam d'abord qui a pris la parole. Il a vraiment loué effectivement le bon travail que Seyda Mariama Niasse a effectué au cours de son existence en tout cas. Et le khalife général Cheikh Mahi Ibrahima Niasse a également embouché la même trompette. En tout cas, en tout cas, la famille a vraiment reconnu le travail effectué de Seyda Mariama Niasse. Et pour revenir sur Seyda Mariama Niasse, qui est née en 1932, elle est née le 24 décembre 1932 à Kossi, un village situé à 9 km de Kaolack. On peut retenir également qu'elle a maîtrisé le Coran et les sciences islamiques. C'est ce qui lui a d'ailleurs valu le nom de Khadimatul Quran, c'est-à-dire la servante du Saint-Coran. On retiendra également que lors des allocutions, l'imam Ratib et effectivement le khalife général, lorsqu'ils ont pris la parole, ils ont loué en tout cas tout le bien en tout cas dont on parlait de Seyda Mariama Niasse. Et nous espérons y revenir dans nos prochaines éditions avec des éléments sonores. En attendant, c'est Mamadou Camara qui vous a parlé depuis Medina Baye pour Sud FM. Merci à Mamadou Camara qui assiste donc à l'inhumation de Seyda Mariama Niasse qui a donc été rappelée à Dieu samedi dernier, la fille de Cheikh al-Islam Baye Niasse. Et nous reparlons du Covid-19 avec l'apparition du coronavirus. L'année 2020 a été donc marquée notamment avec des difficultés notées ça et là. Les Sénégalais se prononcent dans ce reportage de Ismaïla Marcel Colli. 2020, une année qui rime avec la pandémie du coronavirus, ne laisse personne indifférent. Une année difficile sur tous les plans. Mamadou Ndiéguène, ce que je retiens de cette année, en dehors du Covid malheureusement, c'est une année assez difficile, sur le plan économique, parce que le Covid a bousillé l'année. Un moins bon point de l'année écoulée avec l'histoire des jeunes qui prennent la mer. Une année d'épreuve qui nous plonge dans un monde d'incertitude, nous dit Moustapha Fall. Écoutez, c'est une année d'épreuve. C'est une année d'épreuve, il faut la qualifier ainsi. C'est une année d'épreuve et qui nous plonge dans un monde d'incertitude. On ne sait plus où se trouve la vérité, qui la détient et qui l'octroie même. Et sur le plan économique et social? Écoutez, aujourd'hui la politique définit l'économique et le social. Donc quand la politique ne va pas, il y a des répercussions sur le social et l'économique. Et bien entendu l'économie, elle laisse à désirer, les gens se plaignent un peu partout et ça c'est pas spécialement dans notre pays. C'est presque mondial. Donc l'économie n'est pas vraiment... Bon, les gens souffrent un peu et survivent. C'est ce que l'on ressent, quoi. Pour Abdoulaye Sané, 2020 est marqué par le coronavirus qui a été à l'origine de la disparition de grands hommes, des chefs religieux, mais aussi la chute de l'économie nationale. Ce que je retiens de cette année, c'est le Covid surtout, qui a tout bouleversé au niveau scolaire, économique et social. Pour l'année 2020 aussi, il y a des décès de très grandes icônes du Sénégal, des guides religieux, des personnalités telles que Mansour Kama et autres. Et sur le plan politique, c'est une déception. C'est un retour en arrière depuis de 30 ans. C'est ça que j'ai eu à constater sur le plan politique. Ça veut dire que les gens n'ont aucune considération sur les populations. Ils ne cherchent que leur propre intérêt. Et il y a aussi le copinage sur le plan de l'emploi qui gangrène tout. Avec l'apparition du coronavirus en 2020, le Sénégal a connu une crise sanitaire et économique sans précédent. Marcel Colli, la situation difficile des personnes vivant avec un handicap a été accentuée cette année par la pandémie, selon la Fédération des associations de personnes handicapées qui tire le bilan de cette année 2020 finissante. Adjaratou Isseignan. La pandémie du coronavirus a durement frappé les personnes vivant avec un handicap cette année, mais elle a permis de révéler et de régler un problème majeur.
Les détenteurs de la carte d'égalité des chances ne figuraient pas dans le registre national unique, explique Yatma Fall, président de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées. Le dispositif de suivi a permis de comprendre que dans le RNU ne figuraient pas les personnes handicapées, notamment celles qui ont la carte d'égalité des chances. Nous avons averti qui de droit pour que finalement les personnes handicapées détentrices de la carte d'égalité des chances soient reversées dans le RNU. Les acteurs culturels ont eux été soutenus, contrairement aux artisans fortement impactés, alors que le problème de l'accès à l'emploi et l'insertion demeure pour les handicapés, estimé à 15,5% de la population, selon un rapport de la Banque mondiale et de l'OMS. Et le diagnostic qui a été fait sur la situation des personnes handicapées avait révélé l'existence de 4 problèmes prioritaires. Parmi ces 4 problèmes prioritaires, il y a justement le problème de l'accès à l'emploi et le problème de l'insertion des personnes handicapées. Donc ce problème est revenu de manière lancinante durant l'année 2020, notamment avec parfois la manifestation de certains handicapés diplômés. Mais comme vous le savez également, la loi d'orientation sociale a prévu qu'à chaque fois qu'il y a recrutement dans la fonction publique, il faut réserver 15% aux personnes handicapées. Ce taux n'est pas encore atteint, même s'il faut quand même se féliciter du fait qu'il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes filles et garçons handicapés qui sont dans la fonction publique. Maintenant, l'emploi, c'est pas seulement la fonction publique. La fédération a par ailleurs obtenu que dans la convention État-employeur, 5% soient réservés aux handicapés. Une fédération qui encourage l'auto-emploi et continue la lutte féroce contre la mendicité et les perceptions négatives qui persistent selon une étude récemment réalisée. Adjaratou Issagnon, l'espace scolaire également n'a pas échappé aux impacts du Covid-19, pas de dispositifs sanitaires dans certains établissements scolaires et des accords toujours pas signés, selon le secrétaire général du CUSEMS, Abdoulaye Ndoye. Il répond aux questions de Mame Diarra Da Silva. Extrêmement difficile, marqué par la pandémie de la Covid-19, mais également les enseignants ont montré à la face du monde leur patriotisme, leur engagement, parce qu'ils se sont impliqués dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, mais également ils ont contribué financièrement à l'effort de guerre. Malheureusement, le gouvernement n'a pas tiré les enseignements de cette pandémie, parce que cette pandémie, encore une fois, aura donné énormément d'enseignements. Le premier enseignement qu'on doit tirer, c'est que l'école est un secteur stratégique important. On doit investir davantage dans l'école. Mais malheureusement, le gouvernement ne l'a pas compris parce que les accords ne sont pas toujours matérialisés. Quand je parle d'accord, je fais référence au protocole en date du 30 avril 2018. Malgré le sacrifice consenti, tous les efforts consentis par les enseignants qui ont accepté de rejoindre leur poste et qui ont chopé le virus, qui ont été victimes de la stigmatisation, qui ont travaillé dans des classes inondées et des écoles inondées, et au finish, on a eu d'excellents résultats. Je crois que tout le peuple sénégalais a salué l'attitude et les résultats satisfaisants aux examens de fin d'année, mais le gouvernement n'a fait aucun effort pour satisfaire les doléances des enseignants. La question de l'alignement de l'indemnité de logement, pour nous, qui est une question essentielle, parce que maintenant en exergue l'équité et la justice sociale, on est toujours au statu quo, malgré l'étude et les séminaires qui ont été organisés. La question des lenteurs administratives également, elle est toujours là, parce que non seulement il y a des lenteurs, mais ces lenteurs ont impacté même sur les mises en solde, parce que l'objectif annuel, c'était 10 000 mises en solde. Cette année, nous sommes à 10 000. Donc, il y a un niveau très faible de matérialisation des accords. C'était le secrétaire général du CUSEMS, Abdoulaye Ndoye. L'État a beaucoup fait cette année pour améliorer les enseignements et la situation des enseignants, selon le porte-parole du ministère de l'Éducation, Mohamed Moustapha Diagne, avec Mame Diarra Da Silva. L'implication de tous les acteurs du système, l'ensemble des acteurs impliqués se sont mobilisés pour que nous ayons les bons résultats. Non seulement nous avons assuré une continuité pédagogique, mais également nous avons pu réussir à organiser nos examens dans un contexte de pandémie et d'hivernage, et les résultats ont été très satisfaisants, bien qu'étant encore en deçà de nos objectifs. Alors, ce qu'on peut maintenant retenir comme leçon, c'est que les différentes réformes devront être accentuées pour prendre en compte le volet numérique qui a été déterminant pour assurer la continuité pédagogique, mais également le temps d'apprentissage. Désormais, l'apprentissage à la maison devra être pris en compte dans le décompte du quantum horaire, mais aussi revoir le curriculum et son voisinage, réajuster les différents programmes en fonction de compétences très précises nécessaires
pour chaque État. Il y a aussi les questions d'accès qui concernent donc la construction et la réhabilitation d'écoles et ainsi que les questions de qualité avec la formation des enseignants. Maintenant, pour terminer, le ministre de l'Éducation nationale a placé son magistère sous le signe de l'apaisement du climat social. Il est extrêmement important que ce climat-là soit apaisé. Nous n'avons pas tout fait, le gouvernement n'a pas tout fait, mais le gouvernement a beaucoup fait en ce qui concerne ces accords-là, sur la question de formation des enseignants, sur la question des rappels, des mises en solde, la question des lenteurs administratives, sur la question de la délivrance de titres de propriété. Donc, le gouvernement a beaucoup fait. Donc, évidemment, le gouvernement continuera à tendre une oreille attentive à l'ensemble des préoccupations et des revendications des syndicats. Mais nous lançons ici un appel à tous les syndicats, surtout ceux du G7, pour leur dire que nous sommes encore en contexte de pandémie et il faudra qu'ils continuent à faire le sacrifice de surseoir à des préavis de grève pour nous permettre de sortir de cette période-là. C'était le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Moustapha Diagne, qui revenait donc sur certaines précisions. Selon lui, l'État a beaucoup fait cette année pour améliorer les enseignements et la situation des enseignants. Justement, l'espace scolaire a été secoué, il vient de le dire, par le Covid-19. Le directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr Elhadji Mamadou Ndiaye, revient sur la situation du jour. Sur 1194 tests réalisés, 119 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,97%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 45 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et nous avons eu 74 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 5 à Dakar Plateau et à Diourbel, 4 à Touba, 3 aux Almadies, à Fatick, Liberté 6 et Richard Toll, 2 à Dara, Mbacké, Derklé, Guédiawaye, Kaolack, Khombol, Linguère, Mbour, Ouakam, Ouest Foire, Ourossogui, Parcelles Assainies, Rufisque, Saint-Louis et Thiès. Amitié 2, Bok, Cambérène, Castor, Dagana, Dieuppeul, Fass, Goudiri, Grand Yoff, Fann Bel-Air, Mariste, Mermoz, Ngor, Podor, Ranérou, Sud Foire, Tivaouane Peulh, Yeumbeul et Yoff. 95 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 35 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés ce dimanche 27 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 18 728 cas ont été déclarés positifs, dont 17 031 guéris, 390 décédés et donc 1306 patients sous traitement. Sud FM. Le ministère du Commerce et des PME a procédé ce lundi à l'incinération de produits impropres à la consommation, des produits d'une quantité de c'est 320 tonnes d'une valeur de 662 millions de francs CFA. Avec une telle abondance de produits non conformes, la ministre Assom Diatta appelle les importateurs au respect des règlements avant d'introduire des produits dans le marché sénégalais. Josette Kali. C'est de la boisson sucrée, alcoolisée, des céréales, des jouets contenant du jus, des prémices, des chocolats, des produits cosmétiques, des sacs de riz et des jus. Tous des produits impropres à la consommation qui ont été incinérés. Des produits de plus de 274 tonnes. Aminata Assom Diatta, ministre du Commerce et des PME. Procédé à la destruction d'environ 320 tonnes de produits, dont certains étaient impropres à la consommation, certains étaient falsifiés, d'autres étaient produits sans être conformes à la législation en vigueur. Donc la valeur de ces 320 tonnes, c'est environ 662 millions de francs CFA. Précisez également que durant l'année, nous avons eu à procéder à certaines destructions sur les sites où les produits ont été saisis. Face à cette quantité de produits non conformes à la consommation, la ministre invite les importateurs à se conformer aux normes. Demandez aux importateurs de veiller au respect de la réglementation. Nous savons que pour l'importation des produits alimentaires, il y a des conditions qu'il faut respecter, notamment déposer 4 échantillons avec la déclaration d'importation du produit avant que ce produit ne soit introduit sur le marché.
dire aux importateurs qu'il ne sert à rien d'importer un produit, de dépenser beaucoup d'argent et après de perdre ce produit. Pour que le combat soit effectif, le dispositif de surveillance sera renforcé. Nous avons renforcé les contrôles dans les établissements qui fabriquent des produits alimentaires, mais aussi renforcé le contrôle au niveau des douanes. Et avec l'adoption du projet de loi sur les prix et la protection du consommateur, le dispositif sera davantage renforcé pour une meilleure protection du consommateur. Cette destruction s'est faite sous la surveillance de la gendarmerie pour éviter que les populations riveraines ne viennent récupérer ces produits comme tel était le cas les années précédentes. Kali, pour rappel, cette incinération s'est tenue à Toulouse et dans la région de Thiès. Pour la préservation de leur santé, les consommateurs doivent être plus vigilants, toujours vérifier les dates de péremption avant toute consommation, selon le vice-président de l'ASCOSEN, Mohamed Cissé, réagit au micro de Josette Kali. Je dirais un soulagement, mais disons à demi-teinte, dans la mesure où je suis en train de me demander combien de quantités sont passées entre les mailles du filet. Parce qu'on détruit une certaine quantité, mais le contrôle est a posteriori. Un contrôle a posteriori veut dire que sur le marché, sur les sites. D'où la nécessité de sensibiliser les consommateurs à avoir un instinct de regarder la date de péremption et la composition des produits qu'ils achètent sur le marché. Ceci est important. L'autre importance est capitale, c'est-à-dire que les organisations comme UNAQUA devraient être là et après sensibiliser les commerçants pour une bonne gestion de stock. Une bonne gestion de stock veut dire quoi? À chaque fois, regarder les produits qui sont en fin de cycle et de les retirer avant que le corps de contrôle ne passe. Et à l'endroit des corps de contrôle, quand même qu'ils aient plus de moyens pour pouvoir mailler tout le pays. Parce que nous défendons tous les consommateurs du Sénégal. Ici, la destruction est à Dakar, mais j'aurais bien aimé quand même que les représentants des corps de contrôle qui sont à Kédougou soient bien dotés en moyens humains et matériels. Donc, ces trois entités, que ce soit le corps de contrôle, que ce soit le commerçant, que ce soit le consommateur, chacun doit jouer son rôle. Je rêve, au lieu de détruire des quantités importantes, qu'on s'aperçoit que les quantités diminuent. Et diminue parce que chacun a joué son rôle, surtout les commerçants. C'était le vice-président de l'ASCOSEN, Mohamed Cissé, qui a pris part à la cérémonie d'incinération de produits impropres à la consommation. Affrontement au marché des HLM déguerpis, les marchés établis ont manifesté leur colère en barrant l'avenue Cheikh Ahmadou Bamba. En effet, après une opération de nettoiement, tous les étals établis le long du parking ont été enlevés. Les détails, c'est avec le responsable des halles et marchés à la mairie des HLM, Malik Traoré, avec Ndeye Adjandé Mariam Ndiaye. Ce qui se passe réellement, c'est pas dû non seulement au nettoyage, c'est dû à beaucoup de raisons. Parce que devanture, pour vous, c'est un parking. Le parking est destiné aux véhicules. C'est pas destiné à des commerçants ou bien des ambulants. Ils ont pris maintenant le parking pour en faire vraiment des tables et des parasols et tout ce qu'ils veulent mettre sur le parking, des voies. Même le parking est saboté. On l'a fait des pavés, on a tout fait. Mais malheureusement, comme il n'y avait pas de garde-fous, alors ils viennent pour vraiment mener leur activité au niveau du pavage. Mais le maire ne voulait pas que les commerçants s'installent au niveau de ce pavage parce que c'est destiné aux véhicules, c'est pas destiné aux commerçants. Maintenant, sur le nettoyage d'hier, on a nettoyé et on a voulu sécuriser le parking pour interdire aux commerçants de y revenir pour leurs activités commerciales, ce qui a amené les problèmes. Donc, vous allez maintenir cette position? Bien sûr, parce que c'est destiné aux véhicules, parce que c'est pas destiné à un lieu de commerce, c'est destiné aux véhicules. Et donc, les automobilistes se plaignent à chaque fois au niveau du maire pour qu'ils ont payé leur abonnement et tout ça, ils ne peuvent pas garer. Ou bien ils prennent des marchandises pour mettre sur le véhicule. Donc ça ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut que force reste à la loi. Et retenez avec nous ce vent momentanément assez fort de secteur nord pouvant atteindre ou dépasser 40 km/h sur Dakar et la Petite Côte à partir de ce lundi à 16h jusqu'au mardi 29 décembre à 6h du matin. Nous restons avec l'ANACIM, avec le ciel qui va rester partiellement nuageux à nuageux sur le quart nord du pays, devenant ensoleillé, voire dégagé par endroits sur le reste du territoire. Le temps chaud va se maintenir sur la quasi-totalité
localités du pays, particulièrement sur les localités centre et sud, où les températures journalières vont avoisiner respectivement les 39 et 38 degrés. Toutefois, sur le long du littoral, la chaleur y sera moins soutenue, notamment à Dakar, où le maxi de la journée ne va pas dépasser 26 degrés Celsius. La fraîcheur nocturne et matinale va rester légèrement ressentie sera légèrement ressentie sur l'ensemble du territoire et les visibilités seront globalement bonnes. Sud International. Roch Marc Christian Kaboré a prêté serment ce lundi pour répondre aux exigences sanitaires. Seuls 1200 invités étaient dans la cuvette du Palais des Sports de Ouaga 2000. La distanciation a été respectée et le port du masque obligatoire. Retour sur le cérémonial d'investiture avec notre correspondant à Ouagadougou, Mathieu Somda. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter, de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, prête serment à l'audience solennelle du Conseil constitutionnel délocalisé pour la circonstance au Palais des Sports de Ouaga 2000. Le serment est acté. Le président du Conseil constitutionnel, Kassoum Kambou, donne le sens de ce serment. Monsieur Roch Christian Marc Kaboré, le Conseil constitutionnel vous donne acte de votre serment, vous déclare installé dans vos fonctions de président du Faso et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Le serment que vous venez de prêter marque le début officiel de votre mandat en tant que chef de l'État. Par ce serment, vous scellez le contrat qui vous lie au peuple burkinabé. À cet instant précis et pour 5 ans, vous êtes et vous serez l'image visible de l'État du Burkina Faso. Le président du Faso reçoit par la suite les insignes de grand maître des ordres burkinabés. Tous les actes étant accomplis, c'est le début du deuxième mandat de 5 ans de Roch Marc Christian Kaboré. En cette circonstance mémorable, mes pensées vont à nos dévanciers dans l'œuvre de construction nationale. Je tiens à saluer particulièrement la mémoire des héros nationaux des martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Leur sacrifice n'aura pas été vain, car nous continuons à écrire de belles pages de notre histoire commune pour la défense de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Ce nouveau quinquennat s'annonce avec plein de défis et d'espoir pour la construction de notre pays et la satisfaction des aspirations légitimes de notre peuple. 10 chefs d'État, dont le président sénégalais Macky Sall, ont assisté à l'investiture du président du Faso, organisée dans le strict respect des mesures de lutte contre la maladie à coronavirus. Mathieu Somda, depuis Ouagadougou pour Sud FM. La lutte contre l'insécurité, la corruption, la promotion de la bonne gouvernance et la réconciliation nationale, tels sont les défis qui s'imposent au président du Faso. Roch Marc Christian Kaboré dresse son bilan et annonce les perspectives. Nous l'écoutons au micro de Mathieu Somda. Dans des conditions difficiles marquées entre autres par les défis sécuritaires, sanitaires et sociaux, sans précédent, le peuple burkinabé s'est mobilisé durant le mandat qui s'achève et a obtenu des résultats appréciables dans les différents domaines de la vie politique, économique et sociale. Ce nouveau quinquennat s'annonce avec plein de défis et d'espoir pour la construction de notre pays et la satisfaction des aspirations légitimes de notre peuple. Je tiens à rassurer que je resterai attentif aux préoccupations de l'ensemble de mes compatriotes, surtout en ce qui concerne la réconciliation nationale, la paix et la sécurité, gage de toute action de développement. Je lancerai dans les mois à venir de larges consultations afin de définir les voies d'une réconciliation nationale véritable. C'est pourquoi nous devons nous départir de toutes les tentatives suicidaires de repli identitaire et de la stigmatisation des communautés entières consécutives à l'action des groupes armés terroristes. De même, nous devons poursuivre et renforcer la lutte contre la corruption, les passe-droits et l'incivisme qui annihilent tous nos efforts de développement. Une attention particulière sera accordée à la justice, rempart de notre vivre ensemble, qui constitue un sujet de préoccupation pour un bon nombre de Burkinabés. Tous les efforts seront entrepris
pour permettre de vider les dossiers pendants et garantir une justice équitable pour tous dans notre pays. C'était Roch Marc Christian Kaboré, le président burkinabé qui a prêté serment ce lundi sous les yeux de près de 10 chefs d'État africains, dont le président du Sénégal, Macky Sall. Le président libanais a démenti aujourd'hui les rumeurs selon lesquelles il aurait refusé de se faire vacciner contre le coronavirus, alors que les autorités libanaises ont annoncé l'arrivée des premières doses du vaccin Pfizer-BioNTech à partir de février 2021. Le journal de l'économie. L'année 2020 restera dans les annales en termes économiques. Selon l'assesseur de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, professeur Abou Kane, le Sénégal a perdu près de 850 milliards de francs CFA en 2020. Le déficit budgétaire va passer de 6,5% en 2020 contre des prévisions de 3% avant Covid. L'année 2020 aura été marquée par la pandémie Covid-19 et ses effets économiques et sociaux sur le Sénégal et tous les pays du monde, j'allais dire. Même si le premier événement économique, entre guillemets, pour le Sénégal était quand même l'approbation par le FMI de l'accord concernant l'ICPE, l'instrument de coordination des politiques économiques, qui est venu remplacer l'ISPE, l'instrument de soutien à la politique économique, qui sont tous les deux des programmes sans décaissement, mais qui peuvent quand même permettre au Sénégal de montrer sa volonté à aller vers des réformes qui peuvent quand même installer la confiance au niveau du pays et attirer des investisseurs. C'était signé en janvier. Juste après, il y a eu la Covid-19 et ses effets sur tous les secteurs de l'économie. On a connu une récession en 2020 avec un taux de croissance attendu à moins 0,7% pour des prévisions initiales de 6,8%. Et cela s'est accompagné d'un déficit budgétaire qui s'est aussi creusé, qui sera autour de 6,5% du PIB, alors qu'on attendait 3% de déficit budgétaire avant la pandémie. En termes plus simples, pour que les non-initiés comprennent ce qu'on veut dire par cette récession-là en 2020, on pourrait dire que le Sénégal a perdu autour de 850 milliards de francs CFA pour cette année-là par rapport à la création de richesses. Et ça, c'est de loin supérieur à toute la masse salariale qui est payée au Sénégal pour une année entière, parce que cette masse salariale n'atteint pas 800 milliards d'ailleurs. Dans le prochain numéro, l'assesseur de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, professeur Abou Kane, va revenir sur le plan de relance de notre économie, mais également sur les perspectives pour l'année 2021. C'en est tout pour le journal de l'économie. 18h33 dans nos studios, c'est la fin de Sud Soir. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Seyda Mariam Niass repose désormais à Medina Baye, fondée par son défunt père Cheikh al-Islam Baye Niass, surnommé la Khadimatul Khouran. Elle a quitté ce bas monde samedi dernier. Les mesures sécuritaires et sanitaires prises à Medina Baye avec le déploiement de plus de 200 agents de la Croix-Rouge. Mamadou Camara était en direct dans cette édition qui s'est intéressée à la Covid-19 qui aura marqué l'année 2020 finissante et impacté bien des secteurs socio-économiques. 2 décès supplémentaires, 119 nouvelles contaminations et 1306 patients encore sous traitement. Telle est la situation du jour de la pandémie. 320 tonnes d'aliments impropres à la consommation d'une valeur de 662 millions de francs CFA incinérés ce lundi par le ministère du Commerce en charge des PME. La tutelle Aminata Assom Diatta invite les importateurs au respect des normes et l'ASCOSEN exhorte les consommateurs à prêter attention à la date de péremption des produits avant toute consommation. Josette Kali a assisté à cette cérémonie d'incinération de produits impropres à la consommation qui s'est déroulée à Toglou dans la région de Thiès. Vous avez eu droit à son compte rendu. Sur l'international, Roch Marc Christian Kaboré a prêté serment sous les yeux d'une dizaine de ses pairs d'Afrique. L'insécurité, la bonne gouvernance et la réconciliation nationale, entre autres défis que compte relever le président burkinabé.
Il a déroulé sa feuille de route dans cette édition qui a été complétée par Info Éco. Hassan Thioune a assuré la partie technique. Merci à lui. Merci également à vous, chères auditrices et auditeurs de Sen Radio. Nous sommes lundi et comme tous les lundis à 19h, retrouvez le desk sportif de Sen Radio, en l'occurrence El Hadj Malick Ndiaye et El Hadj Pape Ibrahima Dieng pour Rétrosport. Avant cela, retrouvez tout de suite l'équipe de Sud Nutrition. Très bonne suite de programme.